Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on a reparlé du commandeur, ici Thibaut, et aujourd'hui on va aborder Bloomburrow, parce qu'évidemment vous n'attendez que ça, vous voulez absolument tout savoir sur Bloomburrow, et qu'est-ce qu'il y a dans l'édition, et qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous et pour vos decks. Et ben, sans plus tarder, aujourd'hui on va attaquer avec les commandants, mais avant tout, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir les différentes news de la tour, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, des lives exceptionnels, des événements, etc. Voilà, toutes les infos, elles sont là-bas. Vous pouvez également aller sur notre Discord, c'est toujours intéressant, c'est dans la description de la vidéo, vous pouvez y accéder directement. Et bon, il se passe plein de choses, plus de 3600 aujourd'hui sur le Discord de la tour, c'est énorme, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et sinon, on vous rappelle qu'on est également sur Twitch pour streamer régulièrement, donc faire la construction de deck, des discussions, l'analyse de game, etc. Plein de choses. Et si jamais vous pouvez pas être là sur Twitch en direct, bah déjà il y a les replays sur Twitch, mais on a également une chaîne secondaire, c'est les archives de la tour de commandement, qui sont en effet un petit peu à la bourre, mais qui sont en fait le stock de nos replays de Twitch. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour tout simplement vous abonner déjà, pourquoi pas, et ensuite profiter un petit peu de tout le contenu qui a été mis là-bas, que ce soit des games en live, en physique directement, aux différentes constructions de decks un petit peu loufoques, enfin bon voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, ça fait toujours plaisir, et puis vous trouverez plein de choses intéressantes. Nous remercions également les tipeurs de la tour de commandement, puisque sans eux on pourrait vraiment pas continuer, puisque financièrement ça coûte de l'argent de faire tourner la tour, ne serait-ce que d'avoir les deux studios, d'avoir le matériel pour les deux, et également simplement de nous faire vivre nous, puisque bon, on coûte de l'argent à vivre, c'est dingue ça. Et sans ces personnes-là, sans ces personnes qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee à la hauteur de leurs moyens, on ne pourrait pas continuer. Et si jamais vous aussi vous avez 1 euro, allez, disons, à donner par mois, ou si vous voulez juste donner un petit peu d'argent une fois parce que vous avez gagné au loto, c'est sympa de partager, eh bien n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous pouvez accéder directement au Tipeee et du coup nous donner un petit coup de pouce et on vous remerciera vous également la prochaine fois. Bref, parlons maintenant de Bloomburrow. Bloomburrow, c'est une extension qui sort, alors j'allais dire à point nommé, non, puisque voilà, elle sort là fin juillet, c'est un petit peu particulier, c'est une extension qui a été placée un petit peu bizarrement, et c'est bien une édition standard. Donc, on va faire avec au niveau des dates de sortie, mais on va surtout parler aujourd'hui des commandants de l'extension Bloomburrow, puisque il y a quand même quelques commandants, pas tant que ça, mine de rien, voilà, si j'ai bien compté, je crois qu'on en est à 25 au total, mais globalement, on a quand même, c'est assez raisonnable, voilà, c'est assez raisonnable. La majorité des commandants sont dans l'extension en elle-même, il y en a 2 en fait qui sont dans les boosters, enfin pas dans les boosters, mais dans les boîtes de démarrage, les kits de démarrage, donc c'est-à-dire un lot de 2 decks, et justement on a une créature légendaire à la tête de chacun d'entre eux. C'est pas des decks commandeurs, c'est des decks 60 cartes pour apprendre à jouer à Magic avec des cartes relativement simples à prendre en main. Voilà, donc on va en discuter également de ces commandants-là. Les commandants des decks, on les abordera dans une autre vidéo à part, et évidemment là on parlera la prochaine fois de toutes les cartes de l'extension qui sont pas commandants. Donc il y aura un peu de taf là-dessus aussi. Bref. Aujourd'hui on commence avec les commandants, je vais faire dans l'ordre des couleurs, bien sûr, et on va commencer avec le seul commandant blanc, c'est-à-dire Buzza, le printemps bondissant, une créature légendaire élémentale et élan, qui coûte 4 dont 2 blancs, c'est une 4/5, et quand il arrive, nouveau wording, créez un jeton de trésor si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous gagnez 4 points de vie si un adversaire a plus de points de vie que vous, créez 2 jetons de créature, un bleu poisson si un adversaire contrôle plus de créatures que vous, piochez une carte si un adversaire a plus de cartes en main que vous. Alors oui, le arrive, c'est tout nouveau, c'est plutôt que arrive sur le champ de bataille, qui est quand même relativement long, il faut le dire, ils ont juste mis arrive. Voilà, vous le saurez, c'est un petit changement au niveau du texte. C'est pas trop le bordel, voilà, ça se comprend plutôt facilement, mais voilà, autant le préciser dès le début. Alors, Buzza, c'est étonnant parce qu'en fait, ça ressemble à des créatures et des effets qu'on avait déjà eu, c'est-à-dire, voilà, les effets typiques du blanc. Ah ouais, si l'adversaire a plus de ressources que moi, en fait, je vais en regagner en plus, quoi. Et techniquement, oui, en effet, c'est un effet assez intéressant. Buzza est très intéressant, ça l'arrive en jeu, donc du coup, il y a un truc qui me fait tiquer tout de suite, c'est Blink, donc du coup, le fait d'exiler puis renvoyer en jeu des créatures ou des permanents. Et l'avantage, c'est que le blanc peut déjà très bien le faire tout seul, c'est encore une meilleure combinaison avec le bleu à côté, donc du coup, Buzza peut être rentré dans les decks Blink en blanc-bleu, mais également, ça peut être un simple deck, blanc, mono blanc, comme on avait eu avec Felia dans Modern Horizon 3. Donc autant vous dire, voilà, on est sur un petit côté mono blanc qui peut être sympa en mode Blink, et en mode tiens, je vais faire de la plus-value parce que mes adversaires font forcément de la plus-value. Et vu qu'on est en multijoueur,
il y aura forcément certaines plus-values qu'on va récupérer. Que ce soit, moi j'ai moins de points de vie, je vais en récupérer un petit peu. Ah, j'ai pas autant de créatures, je vais en récupérer un petit peu aussi. Et honnêtement, tous les modes sont assez cool. Bon, alors celui avec les terrains, je le trouve un petit peu léger, puisque créer juste un trésor si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, c'est un peu léger. Là où je trouve que 4 points de vie, 2 jetons poissons, c'est quand même pas mal du tout. La carte, évidemment, c'est plutôt classique, donc voilà. Honnêtement, c'est une bonne bête. En plus, c'est une 4-5 pour 4, donc on est sur un bon body. On est sur un élémental, donc ça peut peut-être rentrer dans les jeux tribaux ou typos du style, si jamais vous aimez les élémentaux. Il paraît qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui les jouent. Donc ouais, pourquoi pas jouer là-dessus. Mais en tout cas, Beza, a l'air plutôt sympa. Passons maintenant au commandant bleu avec le deuxième du cycle des élémentaux. C'est Éluge, la mer sans rivage, la créature légendaire élémentale et poisson qui coûte 4 dont 3 bleus. C'est une étoile qui a sa force et son endurance égale au nombre d'îles que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'il arrive ou attaque, mettez un marqueur inondation sur un terrain ciblé. C'est une île en plus des autres types, tant qu'il a au moins un marqueur inondation sur lui. Le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour coûte un bleu ou un générique de moins à lancer pour chaque terrain que vous contrôlez avec un marqueur inondation sur lui. Alors, c'est très particulier, parce que du coup on sent le côté tout de suite un petit peu mono bleu, parce que j'ai envie d'avoir plein d'îles et tout. Oui, en effet, ça a l'air assez cool, mais surtout en plus, quand il arrive directement, on va avoir cette capacité qui va mettre un marqueur inondation sur un terrain. Alors ça peut être sur un terrain adverse, ce qui peut être très intéressant, notamment avec les ondins et ceux qui ont la traversée des îles, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir être bloqué si le joueur défenseur a une île, ce qui est très sympa. Mais derrière, on a un autre côté en fait qui est assez cool, avec le fait de dire le premier sort d'éphémère rituel va coûter moins cher en mana bleu et en mana générique, ce qui est quand même une première, honnêtement, là-dessus, pour le nombre de terrains, avec des marqueurs inondation sur lui, mais que vous contrôlez. Du coup, on a envie de les mettre sur nous. C'est assez étrange, parce que les marqueurs inondation, c'est pas une spécificité de Éluge, il faut le savoir. C'est vraiment une spécificité qu'on retrouve régulièrement, en fait, dans le bleu. Alors, régulièrement, pas récemment, en fait. Mine de rien, c'est quelque chose qu'on a vu assez peu ces dernières années dans Magic. Et il faut remonter un petit peu plus loin, en fait, pour voir pas mal de terrains ou d'effets qui vont avoir vas-y, je vais mettre un marqueur inondation sur un terrain, c'est une île en plus de cet autre type. Ok. Donc, ça peut être super intéressant, en fait, de se dire, tiens, j'ai la possibilité de mettre quelques marqueurs inondation sur mes permanents, et dire, ok, on va s'amuser comme ça, voilà, on va mettre les marqueurs inondation, et donc, on va pouvoir réduire à fond nos éphémères rituels. Ce qui me semble quand même assez pété quand on calcule 2-3 trucs, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des sorts à X qui existent en bleu qui sont relativement forts. Je pense au final de la final de la promesse, final de la révélation, le final bleu qui permet de piocher beaucoup de cartes, et notamment de mélanger aussi bibliothèque et cimetière, et de ne plus avoir de limite de main. Quand même assez cool. Le Zénith de bleu soleil qui permet de faire piocher un joueur X cartes, et qui en plus se remélange à la bibliothèque. C'est assez intéressant aussi. Donc, autant dire, il y a quand même pas mal de bricoles qui peuvent être assez cool avec Éluge, mais du coup, on joue sur un système où il faut absolument avoir ses sorts avec les marqueurs inondation, ce qui est assez restreint, en vrai. Il faudrait trouver un moyen, en fait, de mettre les marqueurs sur tous les terrains ou de pouvoir les dupliquer, mais c'est assez complexe en étant uniquement mono-bleu. En fait, il faut partir dans d'autres couleurs, c'est très complexe. Et là-dessus, en fait, j'ai l'impression que Éluge va servir beaucoup le moteur en mode, non, mais en fait, peut-être que je vais me blinker, moi aussi, dire, tiens, voilà, on rejoue à nouveau sur le blink, l'arrivée en jeu, je vais mettre des marqueurs inondation sur mes terrains, et du coup, ça va réduire énormément mes sorts. Là-dessus, en effet, on peut jouer. Et ce qui est très avantageux, c'est que comme nos effets de blink vont être très souvent, à 95% du temps, des éphémères ou des rituels, vous allez pouvoir vous amuser en disant, tiens, hop, je la renvoie, ça coûte de moins en moins cher parce qu'à chaque fois j'ai des marqueurs inondation sur mon terrain, c'est parfait. Donc encore une fois, on retrouve le côté Blink, qui est probablement la seule solution vraiment jouable autour de Éluge pour rendre sa capacité de réduction hyper intéressante en fait pour votre deck. Voilà, les autres sorts, vous pouvez les mettre si ça vous amuse, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. On continue avec un commandant bleu, encore, c'est Kitsa, élite de l'Outre-Balle. Une créature légendaire, loutre et sorcier, oui. Qui coûte 2 dont un bleu, c'est une 1-3 vigilance et prouesse, donc elle gagne +1/+1 à chaque fois que vous lancez un sort non créature jusqu'à la fin du tour. Vous l'engagez pour piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte, et pour 2, vous pouvez l'engager pour copier un sort d'éphémère de rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie, et vous pouvez l'activer uniquement si la force de Kitsa est supérieure ou égale à 3. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a 2-3 bricoles qui peuvent fonctionner très bien avec Kitsa, notamment simplement un simple boost
tout con, hein, voilà, juste dire j'ai un équipement ou un enchantement qui permet de donner un boost suffisant pour que Kitsa passe à 3 de force. C'est quand même très intéressant. Derrière, alors je vais pas vous mentir, mais copier des éphémères rituels, on l'a vu récemment avec Stellali notamment, que c'est très intéressant, ça peut être très fort. Donc c'est intéressant, mais là on est en mono bleu. Donc du coup je la vois plutôt rentrer dans d'autres decks. Je vois Veyran avec le fait de pouvoir doubler la capacité déclenchée de prouesse, qui va faire qu'on va pouvoir copier très rapidement avec Kitsa, notamment dès le premier sort en fait. Et ben là-dessus, je vois l'intérêt. Mais du coup, j'ai un peu plus de mal, en fait, à voir Kitsa à la tête de son propre deck, même s'il y a des possibilités qu'il y a un truc très intéressant dessus, hein, simplement piocher les fossés. C'est cool, on a un effet de loot sur une loutre. C'est une loutre. Voilà. Mais du coup, on a un effet de loot dessus, avec la pioche des fosses, et c'est assez efficace si on veut monter un deck spécifique autour de ça. Ce qui est assez étrange, parce que le premier truc qui nous fait tiquer, c'est il est marqué que je peux copier un éphémère au rituel. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'irais plutôt looter que faire une copie ? Peut-être parce qu'il y a des effets avec la défausse, etc., qui pourraient être intéressants en effet. Là-dessus, c'est à voir, c'est à vous de réfléchir à comment vous voulez le monter. Est-ce que vous voulez le monter peut-être plus éphémère rituel en mode « Waouh, vas-y, je fais les trucs !» Ou bien jouer avec le cimetière un petit peu et la défausse. Ça peut être intéressant aussi. En tout cas, il y a des possibilités autour, et ça s'intègre bien dans d'autres decks, en fait, au niveau des jeux Spellslinger, éphémères rituels, et du coup, éventuellement, le loot, bien sûr. On va continuer avec le seul commandant noir, c'est bien sûr la suite du cycle des élémentaux, c'est sa nocturnissime plume. Voilà, je l'ai dit. Un élémental et oiseau qui coûte 5, dont 2 noirs, 6-5, vol piétinement, parade, défaussez-vous une carte. Les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. Je l'ai vu, je l'ai vu spoiler, j'étais là. Oh la vache! Je crois que c'était je l'ai montré, je crois que j'étais à la boutique à ce moment-là, je l'ai montré, je suis là, mais c'est pas possible, ils ont fait une bêtise là. Oui, parce qu'en fait, mine de rien, un endurance uniquement sur les créatures adverses, ça paraît quand même très fort quand t'as déjà une créature 6-5 piétinement et vol pour 5 mana. Diminuer l'endurance des créatures adverses, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a le Zénith de Noir Soleil qui permet de mettre un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures. Et du coup, vous pouvez très bien le faire avant que Ma arrive, parce qu'ils vont faire que c'est des 0-0, les créatures adverses. Hey, pareil, on a la machine à contagion qui met un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures qu'un adversaire contrôle. Pareil, on a également la peste et le démon de la pestilence qui font « Ah bah tiens, je mets une blessure à toutes les créatures et à tous les joueurs. » Voilà. Mais du coup, si elles sont toutes à 1 d'endurance, bah évidemment, c'est pas un problème. Un simple -1/-1 jusqu'à la fin du tour est largement suffisant. Voilà, c'est facile en fait, c'est vraiment super facile à faire. Le but c'est de jouer Ma le plus rapidement possible, d'avoir en main une tonne de cartes de gestion, et puis on est parti. On m'y a fait penser également, mais vous pouvez jouer la dernière massacreuse qui permet de donner la flétrissure éventuellement à vos créatures, donc ce qui fait que vous pouvez très bien juste avoir la massacreuse qui arrive avant, mettre des marqueurs -1/-1 sur les créatures, jouer Ma, et ensuite tuer les créatures adverses. Mais dans ce genre de cas, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vos créatures ne vont jamais être bloquées, parce que les adversaires vont avoir peur de ce premier marqueur +1/+1 qui sera en fait le dernier au moment où votre commandant touche le champ de bataille. Alors, le seul truc qui peut emmerder ce commandant-là, c'est les contre-sorts, bien sûr. Derrière, je vous rappelle quand même que si quelqu'un essaie de vous le détruire, il y a en noir une batterie de cartes qui disent si la créature devait mourir ce tour-ci, elle revient sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1, voilà, elle revient engagée, voilà, vous perdez des points de vie, bon, peu importe. Mais ça coûte pas cher. En fait, Ma est super intéressant parce que c'est vraiment, je suis là pour contrôler le board et ensuite je bourre avec un commandant en fait qui va vous mettre des dégâts de commandant. Et c'est super simple à faire, voilà. Donc honnêtement, je suis assez bluffé là-dessus et ça me paraît très fort. Après, c'est du monocolore, faut apprécier. On enchaîne justement avec le monocolore et la prochaine créature qui est rouge et qui est la suite du cycle des élémentaux. Plus ou moins, voilà. C'est le Sacre Dragon, Tempête du Destin, créature légendaire, oiseau et dragon. Oui, c'est pas un élémental du coup. Oui, je sais. Il coûte 5, dont 2 rouges, c'est une 5-5 vol. Et à chaque fois qu'il arrive ou attaque, exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez, avec une force supérieure ou égale à 4. Vous pouvez jouer ces cartes jusqu'à votre prochaine étape de fin. Au début de votre prochaine étape de fin, Sacre Dragon inflige 2 blessures à chaque adversaire pour chacune de ces cartes qui est encore exilée. Waouh, ça me rappelle légèrement Chandra, Torche de la Défiance, hein. Je sais pas vous, mais
Ça me rappelle fortement, là. Bref, ce qui est intéressant ici avec Sacre Dragon, c'est ce côté où on va jouer sur les créatures de force relativement élevée. Du coup, on pourrait jouer limite en Tribal Dragon. C'est marrant. Voilà, tu mets les dragons à côté, on est content. Pourquoi pas. Ce qui est assez intéressant derrière, c'est que, comme on est en mono rouge, le Tribal Dragon, c'est ce qui vient le premier, mais peut-être pas que, puisqu'on a eu d'autres grosses bêtes à côté qui peuvent fonctionner avec, donc n'hésitez pas à les farfouiller un petit peu dans vos différentes éditions, puisque bon, les dragons ne sont pas les seules grosses créatures du rouge, hein, vous l'avez vu, généralement rouge-vert c'est des très bonnes combinaisons, mais du coup le mono rouge a également de quoi faire à côté. Ce que j'aime bien en fait, c'est ce côté où on est sur un commandant rouge qui nous donne de la ressource en plus. Ce qui est assez intéressant de base, c'est que Sacre Dragon se compte lui-même en plus. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre, vous allez quand même pouvoir avoir la plus-value grâce à votre commandant. J'aime beaucoup le système, j'aime beaucoup le fonctionnement. On peut jouer en plus sur le côté, bah tiens, je vais jouer des cartes depuis l'exil, bah tiens, la première carte que je jouais depuis l'exil ce tour-ci, à la cascade. Tiens, quand je joue une carte depuis l'exil, je mets des dégâts aux adversaires en fonction du coup de la carte. Voilà, plein de choses comme ça avec les cartes en fait relativement classiques de jouer depuis l'exil, avec tout ce qui est Impulse Draw, etc. Ça peut être très sympa avec Sacre Dragon, et du coup, je trouve ça très sympa en fait. Le commandant est intéressant, il donne une plus-value qui est largement remboursée en fait, enfin qui est largement utilisée en fait dans le deck. Donc je pense que vraiment là, il y a pas trop à se poser de questions, hein. Il coûte que 5, c'est cool. Très bien. On enchaîne avec la dernière carte du cycle, c'est l'Umra en vert, Mugissement des bois, une créature élémentale et ours qui coûte 6 dont 2 verts, c'est une étoile vigilance portée, avec une force et une endurance équivalente au nombre de terrains que vous contrôlez. Et quand il arrive, meulez 4 cartes, puis renvoyez sur le champ de bataille, engagez toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Et là j'ai envie de dire, jouez des fetch, ce qui serait un peu ridicule, puisqu'on est en monocolore, Thibaut, bah alors... Ben oui, mais en fait, mine de rien, pouvoir récupérer toutes les cartes de terrain de votre cimetière, ben si vous avez des fetch, notamment, on va dire les 4 fetch bicolores qui fonctionnent très bien avec l'Umra, ça peut être un moyen en fait de juste dire je vais remplir mon cimetière de terrain, et ensuite derrière je vais récupérer en plus ces cartes pour pouvoir à nouveau aller rechercher les terrains, et en fait je fais de la plus-value là-dessus quoi. Parce que bon, automeule terrain, ça va être assez particulier en mono vert, c'est pas injouable, je dis pas le contraire, mais en fait... À moins d'utiliser les quelques cartes qui me viennent en tête, c'est-à-dire Crop Rotation, le Hersage, le roulement du roulis, qui permettent en fait tout simplement de dire bah tiens je vais sacrifier un terrain pour aller en chercher d'autres, c'est assez intéressant, mais du coup l'Umra va se limiter que sur ces cartes-là qui sont pas non plus super nombreuses. Donc autant jouer en plus avec les fetch, éventuellement pourquoi pas avec ceux de la nouvelle Capenna, qui vont directement chercher, quand elles arrivent en jeu, elles se sacrifient automatiquement pour aller chercher un terrain de base. C'est assez cool, donc je trouve que ça peut fonctionner là-dessus. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent fonctionner de manière à avoir vraiment beaucoup de terrain, et surtout à dire, l'Umra arrive, j'ai rampé, c'est super, mais en plus, j'ai déjà mis plein de terrain au cimetière pour me dire, voilà, je vais récupérer tout ça, et du coup l'Umra va gagner un boost. Ce qui me donne envie à ce gros nounours de lui filer le piétinement, parce que là, on est sur un deck clairement axé autour du fait d'avoir un commandant assez gros. Après, vous pouvez jouer aussi sur l'autre partie, puisque comme vos terrains vont au cimetière et que l'Umra les ramène, ça peut être très intéressant aussi de jouer avec le touche-terre. Puisque voilà, ces effets-là, si vous jouez avec des fetch, etc., vous pouvez faire mono vert touche-terre. L'avantage, c'est que ça va être ultra accessible au niveau carte, hein, voilà, c'est du mono vert plutôt classique. Et bon, ça peut être très cool à jouer, sans être trop prise de tête en fait. On a une carte multicolore qui commence le cycle des multicolores de l'extension, il y en a quand même pas mal, mais celle-ci est en fait monocolore avec une identité multicolore. C'est Mèche, l'esprit inspiré, oui, qui coûte 4 dont un noir, c'est un rat et psychagogue de 4, et à chaque fois que Mèche ou un autre rat que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature, un noir escargot si vous ne contrôlez pas d'escargot. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur un escargot que vous contrôlez. Oui. Pour un bleu, un noir et un rouge, en sacrifiant un escargot, Mèche inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée, puis piochez un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Ok. Ouais.
Bah écoutez, alors l'escargot il est un petit peu étrange, mais c'est vrai qu'avec certaines autres cartes à côté, notamment je pense à la vieille, pas la vieille ronge, à ronge-moelle, excusez-moi, je commence à inverser les cartes, ça va pas aller, mais avec ronge-moelle par exemple, faire des jetons de rats, c'est loin d'être un problème. On a pas mal de cartes qui font des jetons de rats en plus à côté, hein, on l'a vu ces dernières éditions, on a eu avec Wilds of Eldraine, les friches d'Eldraine, où il y a eu quand même pas mal de moyens de faire des petits rats en plus. Ça peut être très intéressant, dans l'extension ici, il y en a pas mal. Et en plus, on a encore Kamigawa, la Neon Dynasty, qui nous a fourni quelques rats supplémentaires. Autant dire que tout ça, on est dans les bonnes couleurs, on est en bleu, noir, rouge, donc un tricolore qui est très intéressant. Et même si l'escargot vous laisse dubitatif, ce que je comprends complètement, voilà, je vais pas vous mentir, je suis complètement d'accord, eh ben, le fait de se dire qu'on a un moyen, en fait, de juste mettre des dégâts monstrueux aux adversaires, indirectement, plus faire en sorte de piocher des cartes, c'est super intéressant. Maintenant, je veux dire un truc, voilà, Emmerich n'est pas là. Infection, aussi, c'est faisable, puisque bah, c'est Mèche qui inflige les dégâts. Donc si vous avez réussi à faire en sorte que votre escargot soit un gros escargot, un bel escargot, quoi, celui qu'on a envie de manger, bah oui, je sais, je suis comme ça. Mais voilà. Vous allez pouvoir en fait tuer à l'infection tous les adversaires en même temps. Alors c'est vraiment un cas extrême si vous voulez vraiment y aller à fond sur la stratégie et tout. Je pense que sans aller jusque là, c'est largement suffisant de déjà jouer avec beaucoup de rats, faire fonctionner le deck un petit peu à droite à gauche, pourquoi pas mettre des marqueurs d'une autre façon, il y a quelques moyens de le faire. Bah écoutez, ça peut être très intéressant là-dessus quoi. Donc ouais, intéressant et innovant. Je pense que c'est le résumé. On continue avec le multicolore cette fois-ci. C'est Alania Tempête Divergente, c'est une créature légendaire loutre et sorcier. C'est une carte qui coûte 5 mana dont un bleu et un rouge, elle est 3-5, et à chaque fois que vous lancez un sort, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre, autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous faites ainsi, copiez ce sort. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Ça, c'est vraiment très intéressant, parce que le côté ah bah tiens, je vais juste donner une carte à un adversaire, en multijoueur, vous le savez, ça peut être très stratégique. Je donne une carte à un adversaire, par exemple, qui n'est pas menaçant, qui n'a peut-être pas accès au bleu pour pouvoir me contrecarrer, etc. Voilà. Mais juste dire, j'ai moyen de faire une copie, systématiquement en faisant piocher quelqu'un qui est peut-être dans la merde et qui est peut-être pas menaçant pour moi, c'est super intéressant en termes de stratégie et en même temps en termes de diplomatie. Très très intéressant. Derrière, ce que je remarque, alors, les loutres. Bon, les loutres. Comment dire ? Il y a des loutres intéressantes dans le format, vous allez voir dans cette édition, il y a beaucoup de loutres très sympas pour le style de jeu éphémère rituel, Spellslinger. Et du coup, le fait qu'Alania puisse les copier, c'est pas à négliger, voilà. Mais derrière, pouvoir copier éphémère rituel, c'est pas mal. Sachant que, comme c'est les éphémères également, vous pouvez faire piocher les adversaires pendant le tour d'un autre joueur, au moment où vous allez lancer un éphémère, par exemple, pour réagir à ce qui se passe au niveau de la pile. Et ça, c'est super intéressant, vous vous en doutez. Puisque derrière, bah voilà, juste refiler une carte à quelqu'un en disant, bah non, je vais pouvoir copier mon éphémère, ça va être très très puissant si vous le timez bien, si vous le jouez bien. J'ai l'impression que Alania, ça peut vraiment être un de ces decks où, bien buildé, il peut juste contrôler un board extrêmement efficacement, et tout en disant bah tiens, je suis quand même un peu dans le côté politique et j'ai pas trop le feel bad de je vais lancer des contre-sorts, je vais bouncer des créatures, détruire des créatures éventuellement, hein, voilà, c'est quand même possible. Et les adversaires peuvent se sentir finalement bien parce qu'en plus je distribue des cartes en fait pour faire tout ça. Voilà, donc ça peut être assez cool. Et j'ai pas abordé le plus con. Vous connaissez le Sphinx consacré ? Non ? Voilà, le Sphinx consacré, il a cet avantage de dire, bah, à chaque fois qu'un adversaire pioche, vous piochez 2 cartes si vous le souhaitez. Voilà. Bah, du coup, vous avez compris un petit peu l'astuce. Simplement, bah, avec Alania à côté, vous allez faire dire, bah, tiens, je te fais piocher. Tu pioches. Je pioche 2 cartes. Donc, du coup, vous récupérez plus de ressources que ce que l'adversaire a récupéré. C'est vachement fort. Il y a d'autres cartes comme ça qui permettent de dire, bah, tiens, tu pioches une carte. Moi, je vais récupérer un bénéfice. Ça peut être très intéressant. Donc Alania, vraiment, est une bonne carte, et ça mérite de s'y intéresser. On continue avec un Lapinou, c'est Balen, le taille-foin. Une créature légendaire, lapin et guerrier, qui coûte un rouge, un vert et un blanc, c'est une 4-3. Engagez 2 jetons dégagés que vous contrôlez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Engagez 3 jetons dégagés que vous contrôlez, piochez une carte. Engagez 4 jetons dégagés que vous contrôlez, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur Balen, le taille-foin. Il acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ok, alors, comment dire ? Ça me rappelle, ça donne une petite vibe, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais de Kumena.
non, pardon, Kumena. Si, c'est Kumena. Le tyran d'Oraska, qui permettait de jouer pareil un petit peu avec les Ondins en disant, bah tiens, on va piocher, on va mettre on va rendre imbloquable et tout. C'était assez cool. Mais là, Balon joue avec les jetons. Alors, ce qui me fait beaucoup rire sur Balon, c'est que ce ne sont pas des jetons de créatures. Ah ouais, vous le voyez le truc là, venir gros comme une maison? Ouais. Si vous en aviez assez des trésors ou des indices ou des nourritures, là je pense qu'on est arrivé à un cran au-dessus en termes de stupidité. Ouais, parce que ce qui est très intéressant en fait ici, c'est le côté où on peut recycler nos jetons quels qu'ils soient, ça peut être même des jetons junk, voilà, de Fallout, et dire bah tiens, on va s'amuser à faire du mana avec, on va s'amuser à piocher des cartes. Mais surtout, en fait, Balon devient un commandant ultra Voltron, puisque 3 marqueurs +1/+1, pouch, ce doigt-là il est planqué, voilà, vous le voyez pas, mais 3 marqueurs +1/+1, bah ça fait que Balon passe 7/6. Ce qui veut dire, en 3 coups, on tue un joueur au dégât de commandant. Et en plus, il acquiert le piétinement. Il manquerait plus qu'une petite double initiative en bonus, et ça serait parfait. 4 jetons, mine de rien, ça peut se faire assez rapidement. On a pas mal de choses qui peuvent jouer avec. Mais là, j'avoue que je vais vous laisser explorer tout ça, parce que jetons, c'est une stratégie qui est quand même relativement riche. Mais en blanc, rouge, vert, on a beaucoup de choses à faire avec les jetons. Plein de petits jetons disponibles un petit peu partout. Comme je disais, les trésors, les indices, les nourritures sont largement utilisables dans ces couleurs-là. Mais pas que. Voilà, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. On peut voir au niveau tout simplement des jetons de créatures. On a pas mal de sorts à 2 ou à 3 qui permettent de faire plusieurs jetons d'un seul coup. Autant dire que c'est généralement assez efficace avec ce genre de commandant. Donc, Balon, c'est un super commandant jeton. Vraiment, ça, je n'en démordrai pas. C'est vraiment excellent. On enchaîne avec Camélia, la grippe graine. Une créature légendaire écureuil et psychagogue qui coûte 3 noms, un noir et un vert, 3/3. Menace, les autres écureuils que vous contrôlez, on la menace, et à chaque fois que vous sacrifiez au moins une nourriture, créez un jeton de créature à 1 verte écureuil. Et pour 2 et fourrager, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre écureuil que vous contrôlez. Pour fourrager, vous avez le choix en fait, soit vous exilez 3 cartes de votre cimetière, soit vous allez sacrifier une nourriture. Voilà, l'un ou l'autre, c'est assez intéressant comme mécanique. Du coup, alors ça c'est vraiment la grosse hype de l'extension, puisque les gens ont vu « Oh mon dieu, du légendaire écureuil, c'est trop bien, on va avoir du support !» Voilà, bon, vous m'avez vite saoulé, ça je vous le dis tout de suite, mais par contre, c'est intéressant, Camélia est un bon commandant dans le mode vraiment tribal, typal, écureuil, en mode, voilà, je donne un mot-clé à tous mes écureuils, c'est super fat, je permets en plus d'en créer en jouant sur la double stratégie avec les nourritures, et en noir-vert ça fonctionne très bien, on l'avait dans le premier Eldraine, on l'a eu également avec le Seigneur des Anneaux, donc autant jouer là-dessus, c'est pas un problème du tout, et derrière, et ben le fourrager, en fait, il est intéressant parce que ce jeu nourriture va permettre de dire, bah tiens, je fourrage, donc du coup je sacrifie une nourriture, donc du coup je fais un écureuil, et en plus je lui mets un marqueur ensuite. Voilà. Et le côté boost est super intéressant. Il y a même un petit côté automeule si vous voulez jouer vraiment là-dessus en disant, bah tiens, non, je vais plutôt m'automeuler. En noir-vert, on a largement de quoi faire. Voilà, vider cette bibliothèque dans le cimetière, pas de problème, et puis dire, bah tiens, voilà, je vais envahir mon board, faire grossir mon board avec cette capacité qui va pouvoir booster tous mes écureuils, et en plus, le pire, c'est que Camélia ne s'engage même pas pour faire sa dernière capacité. Donc, tant que vous avez du mana, et tant que vous avez des cartes exilées, ou des nourritures à sacrifier, eh ben vous pouvez vous amuser à faire booster tous vos écureuils. Donc ça peut être très fort, très vite, mais il faut également un setup pour faire fonctionner tout ça, et du coup il nous faut des écureuils, et là l'édition Bloom Burrow, elle est là pour ça, elle est là comme support vraiment de cette stratégie, et c'est une bonne chose, on a du bon support, on avait déjà de bons éléments auparavant, et de bons moyens de faire les écureuils, donc en faisant l'amalgame de tout ça, entre le deck, l'extension et ce qui existait auparavant, en fait on peut se retrouver avec un deck qui est vite très consistant dans le mode je joue écureuil, paf, voilà, avec pas mal de nourriture sympa, et on compte beaucoup sur le commandant pour faire fonctionner, faire le lien entre tout ça. Alors évidemment, dans l'extension Bloom Burrow, on a déjà du lien entre nourriture et écureuil, mais bon, ça reste relativement limité, c'est dans une extension de standard, il y a des cartes qui seront plutôt moyennes pour le commandeur, donc du coup, le commandant va peut-être être parfois assez essentiel pour pouvoir faire fonctionner le deck comme on a envie. Donc c'est un peu mi-figue mi-raisin sur ce petit problème-là. Mais bon, ça n'empêchera pas de jouer le deck, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà imaginé la liste. On continue avec Clément,
L'herbe trouble, une créature légendaire grenouille et druide qui coûte 3 dont un vert et un bleu, c'est une 3-3. Il a la vigilance et à chaque fois que lui ou une autre créature que vous contrôlez arrive, renvoyez jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez avec une valeur de mana inférieure dans la main de son propriétaire. Les grenouilles que vous contrôlez ont, engagez-les pour faire un vert ou un bleu, ne dépensez ce mana que pour les sorts de créatures. Ok, intéressant. Alors ça m'a donné une petite vibe, une mini vibe de Chulane, un petit peu dans le genre en mode ah tiens, j'aime bien remonter des créatures et tout. Du coup, ce qui me fait dire d'ailleurs que Chulane aimerait bien avoir Clément, j'imagine dans le deck. Derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit strictement inférieur en fait au niveau de la valeur de mana. J'imagine que c'est pour éviter, bah tiens, simplement je blink, et bon, voilà. Je sais pas trop où mettre Clément, je vois le côté plus-value qui peut en sortir, notamment avec pas mal d'effets qui permettent de piocher quand une créature arrive en jeu, avec le vert. On a également simplement Intruder Alarm qui permet de dégager les créatures quand une autre créature arrive en jeu, donc autant dire que bon, si vos grenouilles aiment faire du mana, vous pouvez vous amuser à relancer pour ensuite bouncer une autre petite créature, refaire du mana pour lancer une autre créature, etc. etc. Donc autant dire que ouais, il y a moyen de faire 2-3 bricoles. Il y a également le Cloudstone Curio, le bibelot de pierre nuage, qui en fait fait le même effet que Clément, mais avec tous les permanents non artefacts. Et du coup, vous pouvez vous amuser, vu que là, il n'y a pas de restriction de valeur de mana sur le bibelot, vous pouvez vous amuser en fait à compenser en fait ce que Clément vous propose en renvoyant des créatures qui sont parfois plus chères que la créature que vous avez mise en jeu ou qui sont du même coup de mana, ce qui est aussi intéressant. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire du bout-de-boitage assez violent, mais après il faut établir une ligne de play et je pense que souvent ça va être sur mes créatures arrivent en jeu, je veux qu'il y ait des effets qui se déclenchent quand une de mes créatures arrive en jeu. Voilà. Et essayer de faire quelque chose avec ça. Pourquoi pas donner la célérité à toutes les créatures? Voilà, il y a 2-3 bricoles qui permettent de le faire en vert, je vous laisserai explorer ça. Mais du coup, on a ce petit côté, bah on va jouer grenouille, mais en même temps, on va pas jouer que avec les grenouilles, on va jouer sur ce côté où Clément nous permet de les renvoyer nos cartes en jeu. Enfin, en main. Et du coup, ensuite, de pouvoir les rejouer. C'est intéressant, c'est à explorer, mais voilà, pour ceux qui auraient envie de tester, je pense que c'est largement jouable. On continue avec un autre lapinou, c'est Phineas, Ars de l'Arc, une créature légendaire lapin et archer, 2-2 pour un vert et un blanc, il a vigilance et portée, et à chaque fois qu'il attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, qui est un jeton ou un lapin. Puis, si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure de ou égale à 10, piochez une carte. Alors, mine de rien, Phineas, moi je l'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est un commandant jeton qui est très simple à monter, contrairement à son cousin qu'on a vu tout à l'heure en tricolore. Ici on est en bicolore, ce qui est très cool, mais en fait le fonctionnement est relativement simple, c'est vraiment juste, j'attaque, je me marque un +1/+1 sur tous mes jetons, et mes lapins, voilà. Bon, les lapins vous pouvez vous amuser, mais souvent les lapins ça va être des jetons aussi. À moins que vous soyez vraiment sniffé tout Bloomborough en mode « Je veux mettre tous mes lapins de Bloomborough dedans, mon dieu !» Voilà. C'est faisable, bien sûr, vous avez le droit, mais voilà. Moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu avec Phineas, c'est qu'il ne se booste pas, et il ne se protège pas. Il a vigilance et portée, ce qui est une excellente combinaison défensive, et ce qui donne en plus envie d'attaquer quand même pour avoir sa capacité déclenchée. Mais du coup, je vais vous recommander 2-3 bricoles, c'est lui donner l'indestructible, ça paraît pas mal, jouer reconnaissance, par pitié, jouer reconnaissance dans votre deck avec Phineas, ça semble être quand même un truc que vous voulez absolument avoir. Et derrière, vous allez faire des jetons, mais en masse. Voilà. Et honnêtement, monter à 10 de force totale, bah c'est pas très compliqué. Déjà, Phineas en apporte 2. Vos jetons, au minimum, ça va être des 1-1. Bon, j'imagine que vous n'allez pas jouer des 0-1 quand même. Peut-être des plantes. Hein, un petit peu de plantes. Ok, un petit peu de plantes. Voilà, on va dire que la majorité seront des 1-1. Donc en fait, à partir de 4 autres jetons que vous aurez, et ou lapin, que vous aurez 1-1, au moment où vous attaquez avec Phineas, vous allez piocher une carte. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et autre chose, Phineas ne demande pas à ce que les créatures, lapins ou jetons, soient attaquantes pour mettre les marqueurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est-à-dire que vous pouvez booster votre armée avec Phineas, en attendant d'avoir le moment où vous pensez que vos jetons pourront mettre une patate sévère, quoi. Donc pas besoin de les mettre en danger trop tôt, par exemple en disant j'attaque avec 5 créatures, et malheureusement il y en a 2 qui vont se faire bloquer, c'est un peu dommage, vous perdez les ressources que vous avez établies. Mais voilà, Phineas c'est super intéressant, super simple, pas cher du tout, et il y a juste ce petit côté protection où il faut absolument réussir à le protéger, ça serait vraiment cool pour réussir à faire fonctionner le deck. En dehors de ça,
Je tiens à le préciser, même si Phineas donne un gros boost au deck jeton, techniquement un deck jeton en blanc-vert peut se booster de plein de manières différentes, donc n'ayez pas peur en fait de perdre Phineas dans le projet du deck, dans la stratégie. Généralement il faut quand même apporter d'autres supports qui vont eux aussi vouloir qu'il y ait plein de jetons sur le champ de bataille et les booster. Voilà, ça fonctionnera très bien, c'est pas très compliqué à faire en blanc-vert, je vous assure c'est une bonne stratégie. On enchaîne avec Gave, non pas celui-là, Brûleur à écailles. Une créature légendaire lézard et mercenaire qui coûte un rouge et un noir. C'est une 3-2 qui a la parade payée 2 points de vie. Les autres créatures que vous contrôlez arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. A chaque fois que vous lancez un sort de lézard, Gave inflige une blessure à un adversaire ciblé. Alors, le côté lézard, je vous avoue que je vais pas vous le conseiller parce qu'en noir-rouge, on n'a pas des masses déjà existantes, préexistantes à Bloomburrow. Ça va être assez compliqué. Même dans Bloomburrow, c'est pas forcément non plus des cartes excellentes. Il y en a certaines qui sont intéressantes bien sûr, mais voilà, c'est pas non plus une liste longue comme le bras qui va vous permettre de faire un deck Commander. Donc là-dessus, déjà la dernière capacité, je veux dire, une fois de temps en temps, vous aurez l'occasion de le faire et vous serez content. Mais ce qui nous intéresse, c'est la capacité principale. C'est-à-dire parade payée 2 points de vie. Non, je déconne. Non, c'est la capacité suivante qui permet de mettre des marqueurs +1/+1 sur nos créatures en fonction du nombre de points, enfin, en fonction du nombre d'adversaires qui ont perdu des points de vie ce tour-ci. On est en noir-rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'effets qui existent en noir-rouge pour dire chaque adversaire perd un point de vie, chaque adversaire prend une blessure. C'est super facile. À un niveau, c'en est stupide, voilà. Donc Gave, il est très facile à monter juste en cherchant ces mots-clés-là, en disant chaque adversaire perd un point de vie, juste sur un sort, un éphémère, un rituel, ou un enchantement, si vous le souhaitez. Hein. Et derrière, chaque adversaire prend une blessure, quand vous lancez un éphémère ou un rituel, par exemple, pourquoi pas. Ou vous pouvez engager certaines créatures pour mettre une blessure à chaque adversaire. Voilà, c'est faisable, ça existe en noir et en rouge, c'est généralement pas cher en mana, ce qui fait que ça peut aller très très vite. Et Gave, derrière, vous avez juste à dire, bah tiens, je vais mettre des créatures hop, qui vont arriver beaucoup plus boostés, 3 marqueurs +1/+1, c'est vraiment un commandement qui est fait pour le multijoueur, hein, c'est vraiment pas une créature légendaire qu'ils ont designé comme ça, oh c'est plus pour voilà, le 1v1, non, c'est vraiment une créature faite pour le multijoueur avec ce côté, pour le nombre d'adversaires qui ont pris des blessures. Donc c'est super efficace, ça fonctionnera très bien, donc informez-vous un petit peu, allez jeter un petit coup d'œil sur ce qui est faisable, mais en tout cas ça devrait rouler relativement tout seul quoi. On enchaîne avec Glarb, augure de calamité, une créature légendaire, grenouille, sorcier et noble, qui coûte un noir, un vert et un bleu. C'est une 2/4 contact mortel, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis le dessus de la bibliothèque. Et vous pouvez l'engager pour surveiller 2. Alors c'est assez intéressant, du coup il y a des combos qui ne peuvent pas fonctionner avec Glarb. Merci Wizard, ça évite qu'on puisse à nouveau faire des combos stupides là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est la présence du surveillé, ce qui fait qu'on a accès à une couleur supplémentaire pour surveiller qui est très intéressante également, le vert, parce que surveiller en bleu-noir est très efficace, mais avec le vert en plus, ça fait que l'automeule peut fonctionner aussi, et du coup on est dans une logique de remplissage de cimetière qui est assez intéressante. Mais du coup, à quoi sert la capacité de dire on peut lancer des sorts de valeur supérieure ou égale à 4 ? Eh ben c'est une autre stratégie, voilà. C'est assez hallucinant, mais vous pouvez jouer en fait avec une sorte de tribal grosse bête, avec Glarb en disant bah tiens je vais lancer juste des gros sorts depuis le dessus de la bibliothèque. Pourquoi pas ? Donc c'est assez intéressant, ça fonctionne un petit peu dans le style de Keruga, de Ikoria. Ouais, alors il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais c'est vrai que moi je vois plus le côté remplissage de cimetière assez intéressant avec le filtrage surveillé qui est toujours au top, qui pour moi vaut bien mieux que la meule. Voilà, bon désolé, hein, mais voilà c'est comme ça. Mais derrière, voilà, je me pose la question sur le côté, bah ouais, je vais pouvoir lancer des sorts à 4 ou plus depuis le dessus de ma bibliothèque. Bon, le surveiller 2 va être utile, je peux mettre mes petits sorts au cimetière et jouer mes gros sorts depuis le dessus de la bibliothèque. Pourquoi pas ? Ou alors je peux m'amuser à mettre mes grosses cartes au cimetière et les ranimer ensuite avec des sorts de réanimation classiques en noir, aussi. Voilà, il y a pas mal de choses et d'options où j'ai l'impression que Glarb, c'est un peu un commandant qui est relativement large. C'est voilà, Big Spell, mais enfin Big Spell, c'est relatif, hein, à 4 et plus, mais relativement Big Spell plus automeule réanimation. Pourquoi pas ? C'est loin d'être infaisable, mais c'est assez étrange et c'est global, quoi. Voilà. Il faut peut-être prendre une direction plus précise dans cet horizon que nous offre le commandant. On enchaîne avec une autre grenouille, c'est Helga, voyante inquiète, une grenouille druide qui coûte un vert, un blanc et un bleu, c'est une 1/3. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4,
vous piochez une carte, gagnez 1 point de vie et mettez un marqueur +1/+1 sur Helga. Et vous pouvez l'engager et ajouter X mana d'une couleur unique de votre choix, X étant la force d'Helga. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, ou les sorts de créatures avec X dans leur coût de mana. Très intéressant, j'aime beaucoup Helga, simplement parce qu'en fait on a un engin à plus-value qui est immense en fait sur la créature. Simplement le fait de dire, bah tiens, je vais lancer des sorts à 4, paf, 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 sorts de créatures bien évidemment, mais ce qui est super intéressant, c'est ce côté où elle va nous permettre de repiocher et se booster pour pouvoir faire plus de mana ensuite. Donc, moi encore une fois, je vois ce côté, bah tiens, j'ai envie de jouer avec des dorks, de jouer avec des créatures qui vont me faire du mana, et d'avoir mon intruder alarm, oui, vous le savez. Voilà, mais il y a du bleu dedans, je peux pas dire, et voilà. Et on va engager Helga, faire du mana, dégager ensuite, gagner des marqueurs en plus, parce qu'on va jouer des grosses bêtes, et ça fonctionnera tout seul en fait. Helga, ça a l'air d'être un commandant qui est super fort, avec cette combinaison que je viens de vous dire. Intruder Alarm plus Helga, vous allez jouer des grosses bêtes à côté, des créatures à 4, et il n'y a aucun problème parce que vous allez piocher en plus. Ça me fait beaucoup penser à ce que apportait Chulane à l'époque, mais ça fait 2 fois que je l'évoque dans cette vidéo, c'est assez inquiétant. Mais voilà, le côté en plus, c'est que Helga va nous faire du mana. Donc pas besoin d'aller chercher les terrains comme avec Chulane, mais juste avoir Helga qui va nous permettre de faire du mana, avoir d'autres créatures à côté qui vont faire du mana également, hein, voilà, des différents elfes, etc. Et ben vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Et vraiment, ça va être un commandant qui est super fort là-dessus. Donc ouais, je suis un petit peu... ouais, ça sent un peu la hype au niveau de la plus-value, là. Ouais. Très forte. On continue avec Castral UP de vent, une créature légendaire oiseau et éclaireur, il n'y a pas d'humain dans cette extension, qui coûte 5 dont un blanc et un bleu, c'est une 4/5 avec le vol, et à chaque fois qu'au moins un oiseau que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez l'un. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature oiseau de votre main ou de votre cimetière avec un marqueur fatalité sur elle, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque oiseau que vous contrôlez, piochez une carte. Ok, 3 modes très intéressants. Alors, je l'ai dit récemment, j'ai pas arrêté de le répéter, notamment depuis Seigneur des Anneaux, même la guerre fratricide, où il poussait le bleu-vert oiseau à fond, et là on retourne sur le blanc-bleu oiseau, qui est évidemment la combinaison qu'on attend tous, parce que le blanc est super fort avec les oiseaux, on a de très bons oiseaux blanc-bleu, Kanji, les 2 versions, enfin voilà, très très bons oiseaux. Donc là, le fait d'avoir Castral, qui est un commandant très intéressant, puisque bon, c'est... voilà, bah vous allez pouvoir faire bénéficier éventuellement des 3 modes sur le même tour, si vous attaquez un joueur différent avec un oiseau chacun. C'est super intéressant. Et moi, ce que j'adore, en fait, là-dessus, on a ce petit côté, bah tiens, je vais pouvoir mettre des boosts, je vais pouvoir piocher des cartes, etc. Ça me donne envie, même, je vous avoue, à cause du fait de pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur chaque oiseau que vous contrôlez, de jouer avec la double initiative, ou avec au moins l'initiative sur un de mes oiseaux, qui va du coup déclencher cette capacité et dire, je tape, je mets un marqueur +1/+1 sur tous les autres oiseaux qui sont en train d'attaquer, c'est magnifique, je vais pouvoir taper plus fort sur les autres joueurs. Et ça, bah je trouve que ça fonctionne très bien. Et du coup, Castral, ça a l'air d'être un bon petit tribal oiseau, bien placé en fait, avec de la bonne plus-value comme on aime, de la réanimation éventuellement, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est très intéressant. On continue avec Câlin, l'horrible gardien. Oui, je sais. Il coûte X, 2 rouges et 2 verts, c'est un blaireau et guerrier 5/5, avec le piétinement. Et quand il arrive, exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Honnêtement, je vais être franc, mais alors comme pas possible, bah je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un commandant qui apporte une plus-value très intéressante. Peut-être qu'à un moment où vous serez tard dans la game, vous allez vous dire, bah tiens, j'ai envie de dépenser du mana pour éventuellement récupérer des cartes supplémentaires. C'est un gros bourrin, voilà. 5/5 piétinement pour 4 mana, c'est quand même relativement efficace. Et en plus, il nous apporte de la plus-value avec beaucoup de mana supplémentaires à faire avec les terrains que vous pouvez poser en plus. Dans le deck, du coup, je conseillerais de mettre plus de terrains. Et surtout, je conseillerais d'ailleurs de mettre des grosses bêtes en rouge-vert qui sont vraiment imposantes, et en fait de jouer une sorte de grule assez classique en fait, hein. J'ai même envie de dire presque à l'ancienne, en mode bah, je joue des grosses bêtes en fait, que vous allez vous emmerder à bloquer, à essayer de tuer dès que possible, et en fait moi je vais juste continuer à mettre des grosses bêtes, voilà. Et rien de plus, je m'inquiéterai pas d'aller plus loin, juste que ça, c'est efficace.
Voilà. On continue avec une créature iconique, c'est l'infâme Vilgriffe, une créature légendaire belette et mercenaire qui coûte 3 dont un noir et un rouge, c'est une 3-3 menace, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, exilez des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain. Vous pouvez lancer cette carte en vous défaussant d'une carte à la place de payer son coût de mana. Waouh. Alors... comment dire bon, déjà l'illustration est magnifique, voilà, mais surtout ce qui est génial, c'est une 3-3 menace pour 3, donc ça va aller très très vite pour faire fonctionner son effet, et c'est juste... enfin, c'est fort, quoi. Derrière, si vous avez un minimum de contrôle dessus de la bibliothèque avec certaines cartes, eh ben vous pouvez vous amuser à dire, bah tiens, voilà, j'ai mis une bonne carte au-dessus, parce que j'avais accès à Vilgriffe derrière qui va mettre des dégâts. Ça peut être très efficace, notamment je vous rappelle qu'on a quand même 2 tutors qui mettent au-dessus de la bibliothèque n'importe quelle carte avec le noir, donc ça paraît plutôt pas mal. Là-dessus, en fait, ce qui m'intéresse également, 2 tutors, il y en a un petit peu plus, mais voilà, il y en a 2 auxquels je pense, mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant derrière, c'est juste le fait de devoir juste défausser une carte. Ok, c'est ultra efficace, c'est ultra pété. Double initiative, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de profiter un maximum de son effet, mais également autre chose, combat supplémentaire, parce que du coup, si vous mettez des combats supplémentaires dans le deck, que vous avez juste à vous défausser une carte pour les jouer, bah derrière, ça peut être juste, bah tiens, hop, voilà, je vais faire rattaquer Vilgriffe, il peut toujours pas être bloqué, je vais continuer, je vais mettre des patates, donc voilà. C'est la grande question, c'est il peut y avoir beaucoup de choses autour de lui, ça va être axé autour de sa capacité à toucher plusieurs fois dans un même tour, pour profiter un maximum de son avantage, ou bien le fait de contrôler un maximum le dessus de la bibliothèque, mais du coup c'est un peu plus compliqué dans les couleurs en question, de manière à lancer vraiment les sorts qui sont forts et super utiles en fait avec ce commandant-là. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses avec ce commandant, et j'ai envie de voir un petit peu ce que vous avez à me dire autour de lui, si jamais vous avez des listes que vous avez déjà tentées autour de Vilgriffe. On continue avec une souris, c'est Mabel, héritière de Flamme du Roc, une créature légendaire souris et soldat qui coûte 3 dont un rouge et un blanc. C'est une 3-3. Les autres souris que vous contrôlez gagnent +1/+1. Quand Mabel arrive, créez Flamme du Roc, un jeton d'artefact incolore équipement légendaire avec la créature équipée gagne +1/+1 et à la vigilance, le piétinement et la célérité et équipement 2. Ok, ouais. Bon déjà le tribal souris, pourquoi pas. On n'a pas eu tant de souris que ça dans Magic jusque-là, hein. Voilà, c'était quand même relativement limité. Là, on a quand même pas mal qui sont rajoutés en plus, qui sont sympathiques. On fera le résumé la prochaine fois, mais c'est pas forcément le type de créature qui m'a le plus marqué dans Bloomburrow. Et derrière, on a ce petit côté, ah tiens, je joue avec les équipements parce que j'en ai un qui me donne une super capacité, enfin, des super capacités. Après, j'ai l'impression que Mabel, ça va être un peu complexe parce que il faut pouvoir l'équiper assez rapidement, parce que la célérité du coup serait perdue si on n'a pas le mana pour l'équiper tout de suite. Donc bon, vigilance piétinement, c'est pas mal, ça en fait une 4-4 avec le petit +1/+1 qui est là. Ouais, ça fonctionne. Mais je me demande en fait si ce serait pas un bon support en fait avec cet équipement qui est relativement sympa, mais dans un autre tribal en fait, enfin dans un autre, pas tribal, mais un autre deck Voltron en fait qui va jouer autour des équipements. Je me pose la question. Après évidemment on peut mettre du support à Voltron pour Mabel, pour faire en sorte d'avoir un commandant qui est relativement violent, et surtout qui permet d'avoir directement le piétinement et la vigilance proposés de base avec le commandant. Donc ouais, ça peut être intéressant. Mais je suis un petit peu dubitatif. On continue avec Muera, tacticienne du rebut, une créature légendaire raton laveur et guerrier, qui coûte 3 dont un rouge et un vert, c'est une 2-4. Au début de votre première phase principale, ajoutez un rouge ou un vert pour chaque raton laveur que vous contrôlez. Et à chaque fois que vous déboursez 4, vous gagnez 3 points de vie. Et à chaque fois que vous déboursez 8, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Alors débourser, qu'est-ce que c'est ? En fait, on débourse 4 ou on débourse 8 au moment où on dépense le 4e mana ou le 8e mana pour lancer, au total du coup, pour lancer des sorts pendant ce tour-ci. C'est-à-dire par exemple, vous lancez Muera, vous allez débourser 3 mana. C'est le seul sort que vous allez lancer ce tour-ci. Vous lancez ensuite un sort à 1, vous déboursez du coup un mana supplémentaire, mais du coup ça fait que ce tour-ci vous allez débourser 4, donc vous allez pouvoir gagner 3 points de vie. Super. Vous lancez en plus un autre sort à 4, cette fois-ci, vous déboursez 4 de plus, ce qui fait qu'au total vous allez débourser 8 mana. Et du coup, vous allez déclencher la capacité de Muera, qui dit débourser 8. C'est parfait. Au passage, c'est vraiment que pour les sorts, c'est-à-dire les capacités activées ne comptent
pas. Y compris les coups que vous pouvez payer durant les déclenchements de capacité, ça ne compte pas non plus. C'est uniquement pour lancer des sorts. Voilà. Alors, Muera, je trouve ça intéressant comme commandant. On est sur un commandant qui est assez sympa, avec un petit boost de mana juste récursif, hein, voilà. Paf, première phase principale, j'ai gagné un mana, nickel. Ce qui est génial derrière, en fait, c'est que le débourse 8 donne accès, encore une fois, à pas mal de ressources. Et j'apprécie beaucoup le fait de voir rouge-vert faire autre chose que d'être « Ah bah tiens, je vais juste être un deck dans lequel je vais faire du bourrin, et puis voilà. » Alors après, évidemment, débourse 8, ça veut dire que vous allez quand même lancer pas mal de sorts, donc ça veut dire généralement beaucoup de rampes. Alors voilà, rouge-vert, ça devrait le faire, hein, voilà, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Vous pouvez jouer en plus avec des ratons laveurs à côté qui sont très sympas et qui donnent du mana en plus. Vraiment, il y a de bonnes cartes avec. Sans partir dans le full raton laveur, je pense que vous pouvez vous amuser juste à dire je vais juste jouer un peu de peut-être du big spell en faisant des grosses bêtes encore une fois, ou peut-être l'inverse en partant sur je vais jouer plein de petits sorts en fait efficaces, peut-être des petites créatures qui vont me permettre de repiocher quand elles arrivent en jeu, voilà, avec certains effets, etc. Ça peut être très intéressant et du coup ça vous permet de gagner beaucoup de plus-value en fait là-dessus. Donc moi je l'aime bien. Il y a beaucoup de directions à explorer, mais justement, en fait, ça fait que le commandant est assez libre, tout en proposant quelque chose orienté avec le déboursé. Donc j'aime bien. On enchaîne avec Vren, l'implacable, non pas ce Vren-là. Une créature légendaire rat et gredin, qui coûte 4 dont un bleu et un noir, c'est une 3-4, parade 2. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place, et au début de chaque étape de fin, créez X jetons de créature 1 noir rat, avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque autre rat que vous contrôlez, X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlez qui ont été exilées ce tour-ci. Eh ben, autant vous dire que Vren, c'est une carte qui est relativement sympathique en fait. Si on joue sur le côté, tiens, je vais juste m'amuser à péter des créatures en boucle, oui. En effet, voilà, on est en bleu-noir, on va s'amuser à détruire, à démolir des créatures adverses, et à se dire, au début de l'étape de fin, je crée des rats, voilà, ils ont +1/+1 entre eux, c'est magnifique, c'est magistral, voilà. Je pense que juste en étant un mode contrôle, je détruis des créatures, ça sera largement suffisant, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est au début de chaque étape de fin, et pas uniquement la vôtre. Du coup, ce qui fait que gérer en éphémère, c'est super intéressant avec Vren. Vous pouvez du coup garder vos ressources, mettre de côté, juste dire j'ai posé Vren, je vais attendre maintenant qu'il se passe des trucs durant les tours adverses, gérer à droite à gauche et faire des rats. On est content. On continue avec Igra, dévoreur du tout. Les créatures légendaires élémentales et chat, qui coûtent 5 dont un noir et un vert, c'est une parade sacrifier nourriture, 6-6. Les autres créatures sont des artefacts nourriture en plus de leurs autres types, et ont pour 2, vous gagnez, enfin voilà. Bref, c'est les nourritures. À chaque fois qu'une nourriture est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Igra, dévoreur du tout. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on a ce côté où tout est une nourriture, ce qui donne très envie de le jouer avec un certain commandant écureuil d'ailleurs, hein. Ça donne vraiment envie. J'aime beaucoup le flavor d'ailleurs autour. Mais ça paraît être un commandant ultra Voltron, parce que c'est une 6-6 de base. Les nourritures, ça se sacrifie, mais très facilement, hein. Dans Magic, il n'y a aucun problème là-dessus. Et juste dire, tiens, vas-y, je mets 2 marqueurs. T'es là. Oh, ça va aller très très vite en fait, hein. Igra peut vite tuer une table, enfin tuer un joueur déjà dans un premier temps. Après ça va être vraiment les adversaires qui vont se dire je vais devoir le gérer, je vais sacrifier des nourritures. Bon alors certes ça va booster Igra, mais à moins de mettre un -X, ça va être relativement peu significatif si on dit juste détruisez la créature ciblée. Voilà. Donc je pense que Igra paraît être un bon commandant, mais il va falloir le protéger. Pour moi, la parade de Igra ne suffit clairement pas en fait à la protéger. Il va falloir jouer d'autres cartes de réanimation, de protection. On est en noir-vert, ça devrait pas être trop un problème pour vous. Mais voilà, c'est super intéressant comme design, c'est cool, innovant. Et il y a de quoi exploiter pour en faire un deck bien vénère. On termine les commandes de l'édition de base avec Zoraline, meneuse du cosmos, une créature légendaire chauve-souris éclair qui coûte 3 dont un blanc et un noir. C'est une 3-3, vol vigilance, et à chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez attaque, vous gagnez un point de vie. Et à chaque fois que Zoraline arrive ou attaque, vous pouvez payer un blanc et un noir et 2 points de vie. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Alors, les chauves-souris sont relativement peu chères, il y a quelques grosses chauves-souris qui existent dans le jeu, mais également on a pas mal de trucs qui font des jetons chauves-souris, des effets à droite à gauche. Très intéressant. Il me semble également qu'il y a une certaine tombe qui devrait vous intéresser en artefact et qui permet tout simplement de créer des chauves-souris quand des cartes quittent votre cimetière.
C'est magnifique. Du coup, ça fonctionne très bien avec Zoraline au moment où l'attaque où elle arrive en jeu. Ce qui est très cool aussi, c'est le fait qu'on gagne des points de vie à chaque chauve-souris qui attaque, et pas juste au moins une chauve-souris, on gagne un point de vie, voilà. Bon, non. C'est vraiment, on y va à fond. On peut gagner beaucoup de points de vie avec Zoraline. C'est très intéressant. J'aime beaucoup en tout cas, le commandant est sympa, il est pas cher, il est assez original, sur le petit côté à la fois tribal réanimation, voilà, bon, ça peut être sympa, voilà. On enchaîne avec les deux commandants du coup des decks du kit de démarrage. Il y en a une dont on a entendu parler il y a très longtemps, puisque c'est l'une des premières qui a été révélée. Voilà, c'est Bria, Gredin des contre-courants, une créature légendaire loutre et gredin, qui coûte 4, dont un bleu et un rouge, d'une 3-3 prouesse, et les autres créatures que vous contrôlez ont la prouesse, et à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Évidemment, on est sur un commandant qui est très orienté non-créature, mais pas que. Pourquoi pas jouer avec des trucs qui font des jetons, et enfin des éphémères rituels qui vont faire des jetons, et du coup qui vont rendre imbloquable en fait notre commandant, Bria, ou bien d'autres créatures qui ont des effets intéressants au moment où elles touchent. Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait à exploiter autour, le fait de donner la prouesse à toutes les autres créatures, enfin on a vraiment un globi-boulga de, ça c'est du spellslinger violent en fait, aggro, donc il faut trouver un équilibre entre je joue des sorts non-créatures et je joue des créatures qui sont intéressantes. Et ici, avec Bria, j'ai envie de jouer, en fait, des créatures qui ont des effets quand elles touchent les adversaires. Voilà. Donc, de l'exploration à faire, mais le commandant est relativement, comment dire, assez orienté et assez simple dans la direction à suivre. On finit avec Birke. Oreille armée de la justice, un lapin et soldat qui coûte 6 mana, dont un vert et un blanc, c'est une 4-4 vigilance. Quand il arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle que vous contrôlez attaque, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Ok. Donc, c'est assez étrange parce que blanc-vert avait l'air de s'orienter autour des jetons dans l'extension, et là on a du marqueur +1/+1. Ce qui est assez étrange, mais c'est pas inintéressant bien sûr, parce que blanc-vert, marqueur +1/+1, c'est une énorme synergie, c'est une stratégie qui fonctionne très très bien avec le blanc-vert, et on a beaucoup de ressources disponibles pour booster tout ça. Vraiment, je pense que Birke est un très bon commandant en fait là-dessus. On a un bon petit support de base avec quelques marqueurs à mettre, tranquille, mais surtout en fait le fait de faire doubler les marqueurs sur les créatures, en fait on avait envie d'établir un board avec plein de créatures qui ont des marqueurs sur elles, et juste dire, je pose mon commandant, j'attaque, je double les marqueurs de ces créatures-là, et on met une grosse patate. Et c'est super efficace en fait là-dessus. J'ai l'impression que c'est un commandant qui est plus là en support, qui peut donner un petit coup de boost au cas où il y aura un petit coup de mou dans le deck, soit pas tip top, voilà, mais c'est vraiment le commandant qui arrive après pour dire, bah tiens, moi je suis là juste pour apporter un bon gros support, et que tout le monde puisse vraiment patater comme des gros bourrins. Voilà. Et honnêtement, ça a l'air plutôt de fonctionner, bien sûr. Bref, on a abordé tous les commandants de Bloomburrow, et que dire ? Et ben en fait, je suis content parce qu'il n'y a pas tant de commandants que ça. Voilà, bon, si j'ai bien compté, il y en a 25, voilà. Ce qui est plutôt raisonnable en soi. On a eu des extensions, on en avait beaucoup plus, ça devenait un petit peu lourd. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on a des commandants monocolores qui sont assez originaux, intéressants. Alors parfois c'est un petit peu nouveau, il y a parfois où c'est du déjà vu, bien sûr. Mais il y a des choses assez intéressantes, de nouvelles façons d'aborder les stratégies avec des commandants qui sont forts, mais également qui explorent une autre façon de jouer autour de leur stratégie. Le spellslinger, les jetons, les écureuils, ça peut être très intéressant, et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des commandants qui demandent simplement à être testés, où il y a un peu plus d'exploration et d'ouverture. C'est des commandants qui sont suffisamment, j'ai pas envie de dire génériques, parce que ça c'est un peu péjoratif dans Magic et dans le Commander, mais en fait qui sont suffisamment ouverts, de manière à pouvoir prendre plusieurs directions et à orienter le deck plus ou moins de telle ou telle façon. Et là-dessus, j'apprécie en fait, parce que j'avais peur qu'on retombe sur quelque chose soit de trop tribal, et bon là ça aurait pas été terrible, soit au contraire de trop good stuff, random, etc. Il y a quelques cartes qui le sont, je t'avoue, mais souvent elles explorent un petit peu des directions qui sont intéressantes, voilà. Donc bon, moi je suis assez content. Je sais pas s'il y a des commandants qui m'intéresseraient moi à monter, pour le moment je me laisse le temps de la réflexion, mais en tout cas autant vous dire que ouais, c'est une extension qui a l'air d'avoir des commandants assez intéressants. Ce que je remarque aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait dans cette extension-ci, il n'y a pas de commandant
Unco. Donc du coup, ça va être plus compliqué d'avoir tous les commandants de l'extension, bien sûr, mais surtout, la tendance qu'on avait à avoir des fois des commandants qui soient Unco, du coup très accessibles, mais du coup souvent très basiques et qui étaient censés orienter les decks de limité dans une certaine direction, on n'a pas ce problème-là aussi, ce qui fait que le feel bad qu'on pouvait avoir à ce moment-là a un peu disparu là-dessus, et on se retrouve avec des commandants qui sont plus impactants et plus intéressants. Donc bon, ok, écoutez, j'attends vos retours également dans les commentaires de la vidéo, que vous me disiez ce que vous en avez pensé, et si vous êtes déjà intéressé à des commandants de cette édition-là, ou si ça vous passe carrément très loin au-dessus de la tête, et voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore parler de Bloom Burrow. À la prochaine!